Télé 50, simplement congolais. Le gouvernement a dressé un bilan à mi-parcours de la gestion de l'épidémie à virus Ebola qui touche l'est du pays. À l'heure actuelle, 381 cas ont été recensés depuis l'annonce de la maladie. La souche Bundibugyo a déjà tué 63 personnes. Au total, 204 rebelles de la FCM23 se sont rendus aux forces armées de la RDC et leurs alliés à Lubero, Rutshuru et Masisi au Nord Kivu. Ces redditions volontaires se sont effectuées par vagues successivement au mois d'avril et mai dernier, explique un communiqué publié jeudi par les forces armées de la RDC. Et puis plusieurs structures culturelles emblématiques dont la salle Mongita et le centre culturel Le Zoo et bien d'autres se trouvent dans un état de délabrement avancé. Le gouvernement veut mettre en place un plan de modernisation structurant. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le gouvernement de la République a dressé un bilan de la gestion de l'épidémie à virus Ebola qui touche l'est du pays. À l'heure actuelle, 381 cas ont été recensés depuis l'annonce de la maladie. La souche Bundibugyo a déjà tué 63 personnes. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Santé, Roger Kamba, lors du briefing animé conjointement avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Je vous propose de l'écouter. En Ituri et donc dans les provinces qui sont touchées, au total, nous sommes à 381 cas cumulés. Cela veut dire depuis le début de la riposte, depuis que nous avons commencé à tester, avant même l'annonce du 15, donc tous les cas que nous avons eus avant qu'on a testé, jusqu'à ce jour d'aujourd'hui, nous sommes à 381 cas, donc nous ne sommes pas à 1000 cas comme on disait, nous ne sommes pas à 900 cas, nous sommes à 381 cas. Sur les 381 cas, nous avons 63 personnes qui sont décédées. Alors ça, ce sont deux chiffres qui sont importants parce que ça nous donne le taux de décès. Vous vous rappelez que je disais au début que Ebola Bundibugyo tue moins que Ebola Zaïre, qu'on était entre 30 et 50%, alors qu'Ebola Zaïre tue 80%. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que nous sommes à moins de 17% de létalité. Alors c'est important parce que quand on regarde par exemple la province du Nord Kivu, où on a eu 19 cas, 13 décès, on voit que si on prend en charge rapidement les gens, on diminue sensiblement le taux de décès. Et donc c'est très probablement le fait que ces cas-là ont été pris en retard, qu'ils n'ont pas été communiqués, qu'on a eu autant de décès proportionnellement dans le Nord Kivu. Donc, nous sommes à 381 cas d'Ebola confirmés, nous sommes à 63 cas de décès confirmés d'Ebola. Actuellement, dans nos centres de santé, on est autour de 233 patients qui sont hospitalisés, soit pour être isolés en attendant les tests parce qu'ils sont très suspects, soit parce qu'ils sont réellement malades. Puis je l'ai dit au sommaire, au total, 204 rebelles de la FCM23 se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés à Rubero, Rutshuru et Masisi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Ces redditions volontaires se sont effectuées par vagues successivement au mois d'avril et mai dernier, explique un communiqué publié jeudi par le porte-parole de la 34e région militaire, le major Dieudonné Kasereka.
Rendons-nous à l'Assemblée nationale où la question du respect des droits des travailleurs a fait l'objet des interventions des élus nationaux. C'est le cas du député national Eddy Mbouyou qui a pris la parole pour plaider en faveur des employés des entreprises minières. Pour lui, le SMIC doit être respecté. Pour ce faire, il a recommandé l'audition du ministre de l'Emploi. Suivez. C'est depuis le 30 mai 2025 que la Première ministre a signé le décret fixant les modalités de paiement du SMIC qui devait entrer en vigueur depuis le mois de janvier 2026. Mais il s'observe que la plupart des entreprises minières, je parle du cas dans le Grand Katanga, la plupart des entreprises minières chinoises n'arrivent pas à respecter le SMIC. Il y a beaucoup de sociétés ou beaucoup de travailleurs, au moment où je vous parle, on a président, l'entreprise Rwashi Mining à Lubumbashi, aujourd'hui c'est le 14e jour qui a grève des employés réclamant l'application du SMIC. Malgré l'intervention de l'Assemblée provinciale, les dirigeants, les autorités de l'entreprise Rwashi Mining à Lubumbashi, ils sont toujours rigides dans leur position. Ils disent eux ne peuvent pas respecter le SMIC. Ce qui est étonnant, honorable président, je me dis qu'est-ce qui fait qu'il n'y a que les sociétés minières chinoises qui n'arrivent pas à respecter. D'autant plus qu'ils sont en train d'exploiter les mêmes minéraux dans les mêmes conditions que les autres entreprises. Ils les vendent tous dans le même marché, mais quant au respect aux lois du pays, ce sont souvent ces entreprises minières chinoises qui ne veulent pas observer. Voilà pourquoi, honorable président, comme les employés, les Congolais ont droit d'un traitement décent, d'un traitement de leurs droits, j'aimerais, honorable président, via votre bureau, que le ministre de l'Emploi puisse vraiment s'impliquer là-dessus. S'il faudrait qu'il soit auditionné dans la commission socio-culturelle pour trouver des voies et moyens afin que les Congolais qui sont dans ces entreprises puissent retrouver leurs droits. Et puis plusieurs structures culturelles emblématiques dont la salle Monguita et le centre culturel Le Zoo et bien d'autres établissements publics relevant du secteur de la culture se trouvent actuellement dans un état de délabrement avancé. Face à l'urgence de préserver le patrimoine culturel, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, accompagné de sa collègue de la culture, a mené une visite de terrain afin de s'imprégner de la situation. Le gouvernement veut mettre en place un plan de modernisation structurant. La première étape de cette tournée, c'est la Bibliothèque nationale du Congo complètement dénudée. Installation vétuste mettant en danger les archives du pays. Même constat à l'Institut national des archives où l'état de délabrement nécessite une intervention urgente du Conseil consultatif national en passant par le secrétariat général à la culture, le Fonds d'assistance sociale aux artistes et écrivains congolais, le centre culturel Le Zoo, jusqu'à la salle Monguita, la situation reste alarmante. Pour le ministre des ITP, il faut préserver le patrimoine culturel. Nous devons prendre toutes les dispositions pour remettre ces bâtiments à niveau et lancer un programme de modernisation globale de toutes ces infrastructures. Donc, nous allons envoyer des équipes techniques la semaine prochaine pour approfondir les analyses et nous proposer un schéma pour que nous puissions moderniser ces infrastructures qui sont d'une importance capitale, que ce soit dans la conservation de la mémoire collective, mais aussi dans l'expression de l'art de notre culture. C'est extrêmement important pour le développement de notre pays. De son côté, Yolande Ebele, ministre de la Culture, n'a pas caché des mots justes à l'endroit du ministre
des infrastructures et travaux publics. Vraiment, je ne le remercierai jamais assez. Il a fait montre vraiment non seulement de patriotisme, mais aussi il a en lui aussi ce souci de faire en sorte que le secteur de la culture, comme tout autre secteur, puisse se développer et puisse réellement participer donc au développement du pays. La réhabilitation des installations culturelles fait partie du programme du gouvernement de la République. Le ministre des ITP, qui en est bien conscient, entend mettre les bouchées doubles pour concrétiser la vision du chef de l'État dans son secteur. Après 2 jours de discussions approfondies entre experts, la deuxième réunion tripartite RDC-HCR Burundi s'est clôturée jeudi à Kinshasa. La cérémonie officielle a été co-présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani Loukoro de la RDC, et le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique du Burundi, Léonard Ndaruzanihe. L'événement s'est déroulé en présence de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, F. Bazaïba, du représentant du Haut-Commissariat pour les réfugiés en RDC, Pierre Atchom, ainsi que de plusieurs autres personnalités. Dans un contexte régional marqué par des mouvements massifs des populations à l'est de la RDC, cette rencontre de haut niveau a permis d'adopter une lecture partagée du processus de rapatriement des réfugiés vivant dans les 2 pays. À l'issue des travaux axés sur le retour volontaire et faciliter ces populations, plusieurs recommandations cruciales du groupe de travail technique ont été formulées, notamment intensifier l'enregistrement individuel des réfugiés congolais dans les camps, sites et centres de transit en le coupant à une collecte systématique de leurs intentions de retour, consolider la synergie entre les autorités compétentes de 3 parties pour assurer une planification conjointe, fluide et réaliste des mouvements, renforcer l'accompagnement de rapatriés dans leur région d'origine grâce à un suivi post-retour rigoureux incluant la construction d'infrastructures communautaires et les déploiements de projets de développement à impact rapide. Tout en saluant la tenue de ces assises, le HCR s'est engagé à accompagner activement le gouvernement dans la mise en œuvre de ces résolutions. De son côté, le ministre burundais de l'Intérieur a chaleureusement remercié la RDC pour sa parfaite collaboration transfrontalière et l'accueil réservé à ses compatriotes. Enfin, le vice-premier ministre congolais Chabani Loukoro a lancé un appel vibrant à la communauté internationale au travers le HCR pour mobiliser les ressources financières et logistiques nécessaires. Ces fonds devront non seulement financer le rapatriement et la réintégration des réfugiés, mais aussi la réhabilitation environnementale des zones d'accueil éprouvées. La clôture de ces assises a été sanctionnée par la signature officielle du rapport final par les 3 parties prenantes. En bref, Honorine Porsche, citoyenne allemande originaire de la RDC, condamnée par la justice congolaise à 10 ans de prison pour son implication dans le braquage d'une banque à Kinshasa, a été transférée jeudi 4 juin vers l'Allemagne. Ce transfèrement sous escorte policière allemande, justement, s'inscrit dans le cadre des mécanismes de coopération judiciaire entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Le pasteur Jules Moulindoua est suspendu de toute présence sur les médias opérant en RDC pour une durée de 30 jours par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, une décision prise par son assemblée plénière hier jeudi 4 juin. Le pasteur est accusé d'avoir tenu de propos injurieux à l'endroit de l'opposition. Selon la décision rendue publique à l'issue des délibérations, cette mesure fait suite à plusieurs griefs reprochés à l'intéressé. Le CESAC lui reproche notamment d'avoir tenu, lors d'une prédication à Kinshasa, des propos jugés injurieux, méprisants et discriminatoires à l'égard des Congolais, en particulier des acteurs politiques de l'opposition. L'institution des régulations souligne également que lors de son audition tenue le 28 mai dernier, Jules Moulindoua aurait opposé une fin de non-recevoir à l'interpellation du régulateur, ce qui aurait compliqué
bloqué l'examen de son dossier. Les CESAC évoquent en outre la diffusion continue de contenus jugés inappropriés sur les réseaux sociaux et certaines plateformes en violation de règles relatives aux bonnes mœurs et à la responsabilité médiatique. Dans sa décision, l'organe de régulation rappelle les responsabilités particulières qui incombent aux éducateurs et communicateurs publics, notamment en matière de protection des enfants et de jeunes téléspectateurs, souvent exposés à ces enseignements. Estimant qu'il y a urgence à faire respecter la législation en matière de communication et des médias, le CESAC justifie cette sanction par la nécessité de maintenir l'ordre et la régulation dans l'espace médiatique national. En conséquence, la décision interdit à Jules Molindois toute apparition ou diffusion sur le média audiovisuel et plateforme opérant en République démocratique du Congo pendant 30 jours. Elle interdit également au directeur de programme de l'inviter ou de diffuser ses contenus sous peine des sanctions prévues par la loi. Pour terminer, à Kinshasa, les embouteillages rythment désormais le quotidien des millions d'habitants entre retard au travail, baisse de rendement, difficultés pour les commerçants et perturbations dans les études. Les conséquences se font sentir dans tous les secteurs. Notre équipe est allée à la rencontre des Kinois pour mesurer ce phénomène, leur productivité et recueillir leurs attentes face à ce défi devenu majeur pour la capitale. Dans la capitale congolaise, les embouteillages se sont imposés comme l'un des principaux défis du quotidien. Chaque jour, des milliers d'habitants passent de longues heures dans la circulation avant de rejoindre leur lieu de travail, leur commerce ou leur établissement scolaire. Une situation qui engendre retard, fatigue et baisse de productivité. Cette enquête de terrain s'intéresse Venons-en, rappel des titres à présent. Le gouvernement a dressé un bilan à mi-parcours de la gestion de l'épidémie à virus Ebola qui touche l'est du pays. À l'heure actuelle, 381 cas ont été recensés depuis l'annonce de la maladie. La souche Bundibugyo a déjà tué 63 personnes. Au total, 204 rebelles de la FCM23 se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés à Rubero, à Rutshuru et Massissi au Nord Kivu. Ces redditions volontaires se sont effectuées par vagues successives au mois d'avril et mai dernier, explique un communiqué publié jeudi des forces armées de la RDC. Et puis plusieurs structures culturelles emblématiques dont la salle Mongita et le centre culturel Le Zoo et bien d'autres se trouvent dans un état de délabrement avancé. Le gouvernement veut mettre en place un plan de modernisation structurant. Place à la revue de presse à présent. C'est parti pour la revue de presse et c'est avec Joël Isselona qui est avec moi sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bon début de week-end. Bonjour, merci Christian Kalonji et bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Alors, l'opposition a annoncé donc hier jeudi 2 actions dans les prochains jours contre le projet de changement constitutionnel. Il s'agit, Christian, d'un dépôt de plainte contre le président de la République, Félix Tshisekedi, pour coup d'État contre la Constitution le 9 juin, puis d'un sit-in devant le Palais du Peuple le 12 juin. Alors nous débutons avec la référence plus qui écrit Deli Sesanga a indiqué que l'objectif de cette manifestation est de dire non à l'initiative funeste de la majorité parlementaire de changer la Constitution à travers une loi référendaire, une annonce qui marque une nouvelle étape dans l'escalade des tensions entre l'opposition et les régimes en place. Et de son côté, Congo Nouveau estime que cette séquence à la fois judiciaire et dans la rue illustre la détermination d'une opposition résolue à contester tous les moyens légaux qu'elle considère comme une tentative de confiscation du pouvoir, des initiatives qui traduisent, selon ce média, la montée en puissance de la résistance du projet de changement constitutionnel. Et l'opposition qui refuse une fois de plus de baisser les bras constate pour sa part exclusif RDC
Malgré une mobilisation dont l'impact réel continue de susciter des interpellations divergentes, les principales figures de la contestation ont décidé de maintenir la pression sur les régimes en place. Et pendant ce temps, le journal Le Maximum dénonce le silence tonitruant de quelques ténors de l'Union sacrée, quelques lieutenants attitrés au chef de l'État qui interpellent. Et entre-temps, il faut savoir, Christian, que la société civile, je veux dire la coalition citoyenne pour la nation dirigée par l'archevêque Ejiba Mapia a mobilisé pour une marche justement ce 5 juin à Kinshasa. L'objectif, c'est de mobiliser et d'apporter un soutien ferme au changement de la Constitution. Et puis pour boucler la boucle, ce sujet qui défraye la chronique, l'ancien chef d'état-major général des forces armées de la RDC, le général d'armée Christian Chiwewe Songesha, comparé devant la haute cour militaire dans une affaire aux ramifications sécuritaires et politiques majeures. Christian Kalongé, il est retenu à sa charge selon l'organe de la loi cité par Le Phare, le journal Le Phare, les infractions ci-après, le fait d'avoir détenu son titre ni droit des armes et des munitions de guerre dans sa résidence située dans la commune de Gombe à Kinshasa, la violation de la consigne générale donnée par la troupe. Après cette étape consacrée à l'identification des prévenus et à la notification de charges, la haute cour militaire rapporte exclusif RDC a levé l'audience et a renvoyé l'affaire au 25 juin prochain. Cette prochaine audience, souligne le tabloïd, sera consacrée à l'examen des questions, des réformes, des formes avant l'ouverture des débats sur le fond du dossier. Et pour terminer, Christian, nous allons prendre la première télévision qui rappelle que ce procès des anciens hauts responsables militaires, dont Christian Chiwewe, ex-chef d'état-major des FARDC, remplacé en décembre 2024, suscite une forte attention publique à cause de leur rang. L'ouverture de ces procès, justement, marque une étape cruciale. Donc la Cour examinera les charges contre les prévenus en respectant la présomption d'innocence, et puis les audiences également devraient se poursuivre dans le prochain jour pour entendre les parties avant toute décision de la juridiction. Voilà qui met fin, Christian, à notre revue de presse de ce jour. Je vous remercie de votre présentation. Nous allons suivre de près ce dossier concernant le deuxième sujet, justement. Je vous remercie. Merci, Christian Kalongé. Et nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis le Danemark grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.